le cadrage un peu de cette séance, c'est 5 idées qui sont liées à colonialisme, néocolonialisme et bien commun. La première idée, c'est que la vision des communs vue des Suds, on vient de faire tout un cycle mai 68 vue des Suds dans la semaine anticoloniale, donc c'est pour ça que je dis vue des Suds, mais on pourrait dire vue des colonies ou des ex-colonies, transforme notre rapport aux communs et à la définition des communs. C'est dans la question coloniale, et c'est dans les colonies que les processus d'expulsion et de destruction des communs a été la plus forte, y compris au niveau de l'expérimentation de ce qui s'est fait ensuite en Europe. Et cette séance est en quelque sorte, effectivement, la suite de ma première intervention à l'UBC sur l'histoire des biens communs, parce que ce retour par le rapport à la colonialité me confirme l'obligation de revoir totalement le récit imposé par le débat Harding-Ostrom sur les enclosures. La bataille des communs ne commence pas en Angleterre avec les lois contre les communaux, mais dans l'appropriation des terres, de l'eau, des mers par les puissances européennes qui ont non seulement volé les terres, mais se sont appropriés, ce sera un des points que je développerai, les corps à travers, par exemple, le Code noir ou ensuite le Code de l'indigénat, qui réduisait les personnes humaines à des biens meubles. Et c'est depuis une vingtaine d'années que s'accélèrent les études sur les communs non européens, entre guillemets, et ce décentrement est essentiel pour comprendre les enjeux politiques des communs à l'échelle mondiale. Deuxième enjeu, c'est les pratiques d'appropriation sociale. Depuis une vingtaine d'années que s'accélèrent les études sur les communs non européens, notamment par quelqu'un qui s'appelle Étienne Leroy en France, qui a fait un livre sur la terre et l'autre, eh bien on voit que les communs hors d'Europe montrent que l'exclusivisme et l'absolutisme de ce que Étienne Leroy justement nomme le propriétarisme, c'est-à-dire la propriété individuelle comme idéologie absolue et exclusive, et qui est quelque chose qui fonctionne en Europe, ne fonctionne pas dans le reste du monde où cette notion est beaucoup plus relative et se joue autrement, en tout cas dès le moment de la conquête ou de la pseudo-découverte de l'Amérique par Christophe Colomb. Quand les conquistadors arrivent, ils ne sont pas dans ce rapport-là. C'est eux qui vont essayer de l'imposer. L'idéologie coloniale nous rappelle utilement que les langues sont un commun essentiel pour les peuples et que de même que la 6e extinction des espèces est en train de se poser, il y a aujourd'hui en creux une extinction progressive des 5000 langues qui composent la planète et qui souvent appartiennent à des peuples qui sont eux-mêmes en danger de mort, quoi, hein. C'est-à-dire que les peuples qui véhiculent ces 5000 langues peuvent disparaître à tout moment aujourd'hui. Et donc c'est un appauvrissement de la diversité culturelle. Sur la question de la gestion des ressources naturelles, elle était coutumière avant la période coloniale dans nombre de ces pays. Elle n'était pas dissociée de la gestion du foncier dans les systèmes agraires traditionnels. Il s'agissait d'une véritable gestion des ressources naturelles qui relevait du maître de la terre. On entend par maître de la terre, dans beaucoup de civilisations, le chef coutumier détenteur de tous les pouvoirs. Et des exemples de pratiques de cette gestion traditionnelle de l'ensemble des ressources naturelles existent en fait sur à peu près tous les continents. En Afrique, par exemple, au Bénin, au Mali, au Niger, les règles et les pratiques forestières coutumières existaient bien avant la colonisation. Et elles ont été déstabilisées par le colonisateur qui a voulu importer ces pratiques et donc qui a déréglé les communs forestiers qui étaient extrêmement réglés. Par exemple, au Niger, il y avait
une des pratiques forestières qui existait, c'est que on ne pouvait était puni de mort toute personne qui coupait un pied d'un certain type d'arbre, et la gestion traditionnelle des ressources naturelles était basée souvent sur les croyances religieuses et écologiques. D'abord, les microbes qu'ils ont importés et qui ont complètement détruit finalement l'écosystème dans lequel vivaient les Indiens. Et donc c'est cette stratégie du choc qui s'accompagne évidemment de la spoliation des terres, de la répression, de l'esclavage, etc., etc. Mais c'est d'abord par... les conquistadors gagnent d'abord grâce, d'une certaine façon, à ce que Crosby appelle l'impérialisme écologique et cette stratégie du choc. Autre élément de cette stratégie du choc, c'est la deuxième colonisation, c'est-à-dire celle du XIXe siècle, ou la constitution des empires coloniaux, où, avec l'âge des empires, les terres et les ressources naturelles des pays colonisés sont mises au service du développement des pays colonisateurs. Et coloniser pour mettre en valeur des terres incultes, entre guillemets, eh bien, il va falloir le justifier. Il s'agit donc de civiliser à la fois les peuples et leurs terres, puisque les premiers sont jugés incapables de prendre soin des secondes, incapables donc coupables de laisser leur environnement se dégrader, négligence paresseuse, hein, c'est souvent dans l'idéologie coloniale, ce thème de la paresse des sauvages apparaît en permanence, qui est censé expliquer en retour leur état de dégénérescence selon un rapport causal de contamination réciproque. Dans son article 38, parce que ça a des conséquences, disons, techniques, ce code sur le corps des esclaves qui sont quand même dressés à coups de fouet, qui sont humiliés, dont les corps sont marqués, qui sont humiliés, enfin, où il y a des mutilations, eh bien, par exemple, l'article 38 dit que l'esclave fugitif qui aura été en fuite pendant 1 mois à compter du jour que son maître l'aura dénoncé en justice aura les oreilles coupées et sera marqué d'une fleur de lys à une épaule. S'il récidive un autre mois pareillement du jour de la dénonciation, il aura le jarret coupé et il sera marqué d'une fleur de lys sur l'autre épaule, et la 3e fois, il sera puni de mort. C'est intéressant parce que ça veut dire que le corps de l'esclave est considéré véritablement comme un bien meuble qu'on peut découper. Et quelque part, il y a une sorte de filiation entre ce traitement du corps et aujourd'hui le trafic d'organes qui est illégal évidemment, mais qui se développe dans beaucoup d'endroits du monde et qui comprend le prélèvement d'un organe ou d'un tissu humain sur des personnes vivantes ou décédées en vue d'une transplantation. Par contre, on considère que le don d'organes est possible à partir du moment où ce n'est pas où cet organe est considéré comme partie prenante des biens communs disponibles, mais sans valeur marchande ou sans prix. Donc on voit bien que les débats qui ont été liés à la question du corps du colonisé font sens et ouvrent un domaine qu'on a peu parlé jusqu'ici dans l'université des biens communs, et en général, c'est la question du corps, de la personne comme bien commun. Parce que, bon, il y a bien les données sur Internet, d'accord, il y a les terres, l'eau, l'air, la culture, tout ce que vous voulez, mais la question du corps, à mon avis, est une question qui n'est pas secondaire et qui va, on voit d'ailleurs à travers les débats sur la GPA, la marchandisation du corps ou pas, qui est en train de se développer. Mais finalement, il était ouvertement discuté. Cette question était ouvertement discutée au XVIe, XVIIe, XVIIIe siècle en Europe, quoi. Alors, 4e idée, nous sommes dans une phase de recolonisation des biens communs. Finalement, le néocolonialisme qui a succédé au colonialisme a maintenu le régime de tutelle des États occidentaux sur les biens communs.
Les nations africaines, par exemple, nouvellement indépendantes, nées à partir de la fin des années 50, ont hérité des structures politiques dérivées du colonialisme et basées sur le contrôle et l'exploitation centralisée. Donc, y compris, ça a eu des conséquences sur les terres, parce qu'on a maintenu le type, je parlais tout à l'heure de la forêt, le type d'organisation forestière a été maintenu. Et ceux, d'ailleurs, qui maintenant en bénéficient, c'est toujours... disons, les Français. C'est notamment Bolloré, qui aujourd'hui exploite toute une filière bois entre la forêt, les ports, parce qu'il faut bien sortir le bois et l'exporter. Et donc, il a toute une filière bois, mais c'est parce que le type d'organisation forestière a été contrôlé et que les paysans n'ont pas vu changer fondamentalement leur situation. C'est-à-dire qu'il y a une réémergence avec la mondialisation de la question nationale et que cette question, en fait, elle est liée à la question des biens communs. Pourquoi ? Parce que les luttes qui se développent contre ces nouvelles formes de colonialisme, accaparement des terres, brevetage du vivant, etc., se développent d'abord surtout en s'appuyant sur le rôle central des populations autochtones dans la préservation des biens communs. Et donc, aujourd'hui, il y a 370 millions de personnes qui font partie des populations autochtones dans plus de 70 pays qui sont recensés par l'ONU. Indiens d'Amérique latine, Maoris, aborigènes, Maasai, etc. etc. Bon, c'est beaucoup de gens. Ils sont victimes d'un colonialisme interne. Et ces populations sont les plus attachées au cadre de vie en symbiose avec la nature, hostiles à la marchandisation des biens communs, comme l'eau, la terre, la mer, etc. Et en plus, ils développent l'idée, en Amérique latine, mais pas seulement, on trouve cette idée-là un peu partout dans le monde, qu'il y a une terre-mère. Alors les Indiens d'Amérique latine l'appellent la Pachamama. Jean Bourliot, qui est un des responsables de l'association des pays de la montagne, pourrait nous en parler, parce qu'il est dans cette salle, bien mieux que moi. Mais cette question du rapport à la terre-mère, c'est un symbole du refus de la marchandisation de la nature et de l'être humain, et c'est un symbole des communs. Et cette dimension spirituelle, elle est souvent absente des débats très économistes sur les communs, et elle est très importante. Donc, première force, c'est la question de ces populations indigènes. Mais on voit aujourd'hui émerger à travers les questions nationales, disons ce qu'on appelait de lutte pour l'autodétermination, l'indépendance nationale, etc., la décolonisation, des formes liées à l'interrogation sur, qui partent de la question des communs. On parlait il y a quelques jours avec les dirigeants qui sont en France, les dirigeants Kanak, qui sont en train du FLNKS, qui sont en train de négocier la question du référendum pour l'autodétermination qui aura lieu le 4 novembre 2018. Eh bien, ils disaient, nous, notre forme d'organisation, c'est la case, c'est la coutume, c'est le débat consensuel qui permet d'arriver à changer finalement la façon de produire de la politique. Et ça, je crois qu'aujourd'hui, on est passé du stade où finalement les idéologies importées un peu d'Occident, c'est-à-dire celles de l'État-nation, surtout d'ailleurs de France, sont en train d'être interrogées par les peuples qui ont maintenant, depuis 50 ans, l'expérience des décolonisations de type État-nation. Et donc, ils reviennent sur cette idée que l'indépendance à travers un État très structuré, très centralisé, etc., est la bonne réponse. Et donc, ils s'interrogent sur comment construire une autonomie démocratique à partir du bas. Ça, je crois que c'est extrêmement important. Et même en Catalogne, par exemple, exemple le plus surprenant, beaucoup d'indépendantistes ont commencé à travailler sur la question du municipalisme, c'est-à-dire de l'organisation de leur village, de leur quartier, de leur ville, sur la base de comment finalement on fédère les communs. Et voilà, quoi. Alors, il y a une revendication
qui est intéressante parce qu'elle émane des Indiens d'Équateur et d'une de leurs associations, Action Ecologica, qui est celle de la dette écologique. Pourquoi c'est intéressant? Parce que, ce que je n'ai pas dit dans le point de la recolonisation, c'est que un des éléments de cette nouvelle stratégie du choc, ça a été le démantèlement des États nouvellement colonisés. Et donc, il y a eu une dépendance croissante envers les plans de sauvetage externes des institutions financières mondiales, qui d'ailleurs maintenant contestent eux-mêmes, puisque la Banque mondiale dit qu'ils ont fait des erreurs, le FMI aussi, etc. Mais durant les années 80, ces plans de sauvetage ont été, qui s'appelaient des plans d'ajustement structurel, ont détruit, par la réduction des déficits budgétaires des gouvernements, ont détruit complètement les politiques économiques menées par les nouveaux États. La question de la privatisation de la biosphère et de son inscription dans la question qui nous concerne de la colonisation. Donc, je vous lis le texte avec lequel je suis entièrement en résonance et qui pourra peut-être faire l'occasion de questions. Donc, avant de commencer ce court exposé, je vais vous demander de changer de lunettes. Toute la politique environnementale internationale, européenne et nationale est d'abord et avant tout une politique économique masquée par des termes environnementaux, de protection et de conservation de la nature, de transition écologique ou énergétique, et j'en passe. D'ailleurs, ne dites plus nature. Ce terme a été remplacé dans les années 80 aux États-Unis par celui de biodiversité, ce qui signifie que la nature visible est plus que jamais un objet d'exploitation économique pour ses ressources, l'eau, la forêt, la faune, etc. Et aussi pour ses paysages. C'est aussi un objet d'exploitation pour ses gènes, invisibles à l'œil nu, auxquels on associe les savoir-faire des populations. Mais la nature est en perpétuel mouvement, en interaction. Il est difficile de la faire entrer dans un plan comptable. Pour contourner la difficulté, on a créé la notion de service écosystémique qu'on vient d'ailleurs de voir. Autrement dit, des services rendus par la nature à l'homme. Il est ainsi facile d'évaluer financièrement le service de purification, par exemple, naturelle de l'eau. Tout est objet à exploitation économique et à privatisation. L'Union internationale de conservation de la nature, l'UICN, en est convaincue. La conservation de la diversité biologique devrait être comprise comme une forme de développement économique. Et puisque les ressources biologiques ont une valeur économique, les investissements dans le domaine de la conservation devraient être évalués en termes économiques, appelant des instruments de mesure des bénéfices de la conservation de la diversité biologique qui soient fiables. Donc voilà la position de l'UICN. D'ailleurs, maintenant que les instruments économétriques et de marché ont été mis en place, on ne parle désormais plus que de capital naturel. Alors comment en est-on arrivé là? Il faut revenir sur les années d'après-guerre lorsque les rapports de force ont été bouleversés. Au déclin de l'Europe et de ses empires coloniaux a succédé la prééminence des États-Unis, devenus leadership dans le monde. Or, l'accès aux ressources est devenu crucial pour les USA qui sont brusquement passés du statut autosuffisant à celui d'importateur en 1945. La politique environnementale a moins à voir avec la protection de la nature qu'avec son exploitation. Maurice Strong, le pilote incontournable de cette politique jusqu'en 2000, le résumait très bien en 1996 lors d'une conférence en Corée. Selon lui, il fallait envisager et gérer la planète comme une entreprise, avec des comptes d'amortissement et d'entretien. En d'autres termes, en regardant le capital naturel comme un actif. En 2007, je suis partie en Inde dans le cadre de Photosynthesia. Donc moi, je me passionnais pour l'eau, la terre, les semences, enfin tous les acteurs de la photosynthèse. Et puis en Inde, en 2007,
Là, j'ai eu une rencontre extraordinaire avec une femme qui était une gardienne de semences et qui faisait ce travail depuis déjà 12 ans. Ouais, c'est ça, 12 ans. Elle vient de fêter ses 25 ans de travail sur la semence. Elle n'est pas du tout connue, hein, c'est pas Vandana Shiva, elle est très très peu connue, et elle fait ça dans une conscience exemplaire. Elle conserve, elle reproduit une centaine de variétés essentiellement potagères et médicinales dans son jardin. Alors quand je vous dis son jardin, c'était à l'origine un jardin de cailloux, hein, il n'y avait rien qui y poussait. Et l'homme avec lequel elle vit, qui est européen, a régénéré le sol sans aucun apport extérieur, c'est-à-dire qu'il n'a pas été chercher des tombeaux, ni de terreau, ni d'engrais, etc. Il a fait un travail de régénération du sol absolument exemplaire. Pour moi, il est absolument unique. C'est en Inde du Sud, à Auroville, certains d'entre vous connaissent probablement. Donc Auroville a été un plateau latéritique qui a été aussi régénéré, sur lequel on a planté beaucoup d'arbres et on a régénéré la vie et on a ramené la biodiversité. C'était un travail très collectif, tandis que ces gens dont je vous parle, Bernard et Deepika, eux, ils ont fait un travail en tout petit comité. Hein. Ils étaient 2, 3, 4, 5 au maximum. Et donc voilà, et donc à un moment donné... cette femme, Deepika, m'a montré son travail et elle m'a ouvert un petit coffre où elle gardait ses semences. Et là, je me suis dit, mais ça, dans le fond, c'est ça le vrai coffre-fort du monde. C'est ça la vraie valeur. C'est ça qu'il nous faut conserver. Ça rentrait bien sûr en parfaite résonance avec tout ce que j'avais vécu, hein, la graine, le vivant, la fertilité, tout ce que j'avais envie de faire. Et voilà comment, d'un plan global de la photosynthèse, je me suis plutôt recentrée sur cette question de la semence. Le mouvement des femmes semencières, comme son nom l'indique, hein, il a comme objectif de reproduire, d'inciter les gens à retourner à cette semence du patrimoine de l'humanité, hein, qui est en train de disparaître complètement, parce qu'aujourd'hui, en France, en tout cas, mais c'est presque partout dans le monde, la semence vivante, pour les professionnels, elle est absolument hors la loi. Hein. Les professionnels n'ont pas le droit d'utiliser les semences qui se reproduisent et qui appartiennent au patrimoine vivant. On a vu tout à l'heure, il y a des choses qui ont été dites aussi par Patrick. Hein. Les semences, si elles ne sont pas enregistrées et qu'elles ne correspondent pas à des critères qui sont ceux de l'industrie, eh ben, elles n'ont pas le droit d'être commercialisées. Donc qu'on travaille en bio ou qu'on travaille en chimique, les paysans, les exploitants agricoles, les cultivateurs sont obligés d'acheter des semences qui sont soit stériles, c'est-à-dire qui ne se reproduisent pas, ce sont des hybrides F1, hein, ce ne sont pas les hybrides que faisaient avant les paysans. Hein. Hybride F1, sur le plan de la sémantique, c'est pas très facile, parce que hybride, on imagine que c'est la nature qui fait les hybrides. Non, pas du tout, ce sont les semenciers qui, par appauvrissement génétique, créent des semences qui correspondent donc complètement aux critères de l'industrie et qui sont dégénérescentes. C'est-à-dire que si vous les reproduisez, ces semences-là, l'année d'après, vous avez tout et n'importe quoi. Donc ça, c'est le gros, hein, même en bio. Les agriculteurs, ils n'ont pas le droit d'avoir accès aux semences vivantes, pas plus qu'en biodynamie. Donc en fait, ce qu'on s'est dit, c'est que si ce n'était pas déjà le citoyen, l'humain, qui se disent, mais dans le fond, mais comment se fait-il qu'on peut nous retirer tout ce patrimoine qui appartient à l'humanité, hein, ce sont des générations et des générations de paysans qui ont sélectionné ces graines pour les générations futures qui aujourd'hui n'ont plus le droit de les utiliser. Donc je vous disais, on a les hybrides F1 d'un côté, donc ceux-là, il y a un certificat d'obtention végétale dessus, vous pouvez toujours les reproduire, c'est pas interdit, mais vous n'obtiendrez rien de bien efficace. Et de l'autre côté, on a les organismes génétiquement modifiés qui, eux, sont immédiatement assortis d'un brevet, c'est-à-dire un droit de propriété intellectuelle, qui fait que vous n'avez pas le droit de les reproduire.
Ça a maintenant engendré des drames sur la planète entière. On a compris que ces OGM, c'était absolument pas une réponse. Ça a entraîné des centaines de milliers de suicides, par exemple chez les paysans en Inde, auxquels on a proposé au moment de la Révolution verte, enfin, on leur a quasiment imposé les OGM sur le coton. Donc on sait maintenant avec le recul que ces OGM, ils ne donnent rien, mais ça fait rien. Le pouvoir est dans leurs mains. Et vous avez certainement entendu dire que ça y est, ces jours-ci, le rachat de Monsanto par Bayer vient d'être validé par la Commission européenne. Personne ici qui sait qui est cette femme, c'est Emmanuelle Charpentier, qui est la co-découvreuse d'une méthode de modification du génome qui s'appelle CRISPR-Cas9 et qui, en fait, va révolutionner aussi complètement le monde du vivant. Parce que jusqu'à présent, obtenir des OGM, c'était quelque chose qui était réservé de toute façon à l'industrie et ça coûtait cher, c'était long et c'était difficile techniquement. Avec CRISPR-Cas9, ça devient un jeu d'enfant. Maintenant, on peut, pour 100 €, acheter un kit, se procurer un kit de modification du génome. Donc, vous pensez bien que ça va encore aiguiser des esprits et que en face de ça, enfin moi où j'en suis aujourd'hui, hein, avec 57 ans de chemin sur cette planète, je ne sais qu'il n'y a qu'une chose qui puisse transcender ça, c'est la conscience. S'il n'y a pas un saut quantique de la conscience par rapport à qui on est, ce qu'on est venu faire ici, comment chaque geste et que chaque parole qu'on pose doit servir la vie et pas le profit, et pas se soumettre à des dictates comme cela, moi je ne vois pas d'autre solution. Alors bien sûr qu'il faut se relier, mais je crois que le point, c'est de se relier par nos consciences d'êtres humains animés d'une conscience au service de la vie qui avons envie de poursuivre notre chemin sur cette planète. En tout cas, moi c'est ce que j'ai envie de faire. Je me dis, c'est quand même éblouissant cette planète. Vous avez évoqué surtout cette notion de sacralité de la Terre, qui est effectivement notre identité culturelle, c'est-à-dire une de nos valeurs. Donc je voulais poser une question par rapport à ça, parce qu'on parle de bien commun, donc c'est-à-dire la terre, qui est notre... chez nous, c'est notre identité, notre valeur culturelle. On a toujours vécu dans cette... la notion de conflit, par rapport aux enjeux territoriaux surtout, face à la pénétration ou aux éléments exogènes qui interviennent au niveau de notre pays surtout. Donc je voulais savoir quelle solution sera-t-il possible, parce que pour sécuriser ces biens communs, parce que apparemment ça fait défaut si, d'après tout ce que vous avez énoncé, il y a toujours, je prendrai le bon côté aussi, mais il y a toujours cette notion comme quoi on est lésé dans l'histoire, on est lésé par rapport, quand on dévalorise, surtout quand on parle du Sud comme étant, on dévalorise les paysans, parce que le Sud, c'est surtout l'agriculture qui est à la base, c'est un Eldorado, où on trouve les ressources naturelles, tous les biens communs que vous avez énoncés, la terre, l'eau, les ressources naturelles, les forêts. Vous parlez de semences, là-bas aussi, on y pratique beaucoup, il y a des conservations pour planter, il y a les techniques d'irrigation, tout ça. Donc voilà, pour être brève, quelle solution possible alors, parce qu'on parle de droit de propriété, on parle le rôle central de la population autochtone. Que proposez-vous, vu que vous avez énoncé le thème en question? Merci beaucoup. Dans les exemples qu'on a de peuples qui ont essayé de reprendre le contrôle de la terre, on a notamment ce qui s'est passé en Amérique latine. Et c'est là qu'il y a un véritable conflit entre la paysannerie et puis le développement. Enfin, je crois que le premier texte qui a été lu montre bien les enjeux. Parce que, par exemple, le gouvernement d'Evo Morales
quand il a pris le pouvoir autour de 1998, etc., en Bolivie, a mis dans la Constitution la Pachamama, c'est-à-dire la terre-mère. Bon. Mais quand on fait le bilan 20 ans après, en même temps, celui qui était un Indien et qui représentait notamment les communautés indiennes a beaucoup développé finalement l'extractivisme, beaucoup développé par une politique de développement qui était nécessaire pour la Bolivie, mais qui en même temps s'affrontait finalement aux aspirations d'une grande partie de la paysannerie indigène. Et ça a été aussi le cas en Équateur et dans d'autres situations. Alors, c'est donc, je donne un exemple qui n'est pas pour moi négatif, mais qui est, disons, contradictoire. Pourquoi ? Parce que je pense que la question qui est posée, c'est celle, à la fin, de la souveraineté des peuples sur la question de la terre, de l'air, de l'eau. Il ne suffit pas de mettre un bon gouvernement à la tête d'un pays, il faut que, localement, les gens commencent à prendre en main réellement les communautés et s'opposer à ce que vous appelez les tendances exogènes. C'est-à-dire que s'il n'y a pas une résistance locale, enracinée, du point de vue du commun, justement, sur la terre, là où les gens sont, et qu'ils se coordonnent entre eux, et s'ils attendent tout de l'État, eh bien, on n'y arrivera pas. Moi, j'ai vu les paysans boliviens à El Alto, il y a une dizaine d'années, qui détournaient les canaux de la lyonnaise des eaux pour les faire arriver directement et pour ne pas payer l'eau à la lyonnaise. Bon, et c'est ça, c'est ces petites mobilisations sur la question de l'eau, comme à Cochabamba, qui ont amené un changement politique en Bolivie. Et qui a eu création du ministère de l'eau, qui a eu beaucoup d'avancées. Alors j'ai dit ces avancées sont contradictoires, j'aurais peut-être pas dû le dire, mais ce qui est très important, c'est que là, ça a été un exemple où la population, à partir de sa mobilisation à travers les communs, a reconstitué finalement son autonomie. Et son autonomie à la fois politique, économique et sociale et culturelle, à travers son identité propre. Et alors, c'est pour ça qu'il n'y a pas de recette magique. C'est à partir de chaque question qui se pose, de chaque situation et de chaque objet, c'est-à-dire l'eau, l'air, et à chaque fois, c'est contre. D'abord, ça commence contre la marchandisation. C'est-à-dire qu'on refuse que, pour un peuple pour qui ça a toujours été gratuit, marchandiser l'eau, la terre, la mer est inconcevable. Et donc c'est comme ça que les gens commencent à se mobiliser. C'est-à-dire pourquoi on veut me faire payer quelque chose qui est naturel ? Pourquoi la nature doit être privatisée et financiarisée ? Et c'est comme ça que les gens se mobilisent localement, puis régionalement, puis nationalement. Jean Bourliaud, donc, était cité par ami comme de l'Association des montagnes du monde. Alors quand nous avons commencé cette association, c'était effectivement avec une entrée concernant un peu tout ce qui est handicap, difficultés et marginalisation. Mais nous avons très rapidement découvert qu'à l'échelle du monde, c'est effectivement historiquement beaucoup plus à la fois complexe et simple. C'est les gens qui sont les sociétés qui vivent dans les montagnes sont celles qui ont été refoulées par tous les processus historiques dont vous venez de parler. Et maintenant, pour aller vite, on peut dire que ce sont eux qui possèdent, parmi d'autres, mais quand même massivement, les réservoirs de tout ce que nous évoquons, en particulier de semences, de ressources naturelles et autres. Alors je crois que ce qui est important de comprendre par rapport à ces questions qui sont... Il y a deux dimensions. Il y a celle de la paysannerie et celle des territoires indigènes. Et tous nos processus ont consisté effectivement à déposséder, à détruire ces territoires indigènes. Alors nous avons les territoires indigènes, les dimensions paysannes, agriculture familiale, et puis l'agriculture industrielle qui occupe les plaines. Finalement, s'intéresser à la montagne, c'est s'intéresser à tous ces systèmes qui sont encore paysans et indigènes. Dans le cas de la Bolivie et de l'Équateur, il se trouve que j'ai été invité à participer à l'Assemblée constituante, où toutes ces questions-là ont été largement débattues.
Et effectivement, on peut considérer qu'Evo Morales était le représentant des populations indigènes et des territoires indigènes. Le résultat, 20 ans après, 10 ans après, plutôt 15 ans après, c'est qu'aussi bien en Équateur qu'en Bolivie, non seulement ces populations et ces territoires qui sont l'essence même de la vision du commun, non seulement n'ont pas été soutenus, mais ont été détruits au profit d'une ligne développementiste qui certes préserve un paysanat important, mais avec cette logique de l'accès au marché et qui ne préserve pas de toutes les dérives dont nous parlons. Et donc là, le combat, il est vraiment énorme à mener. Alors quand même, sur 20 ans, 30 ans, les débats concernant, par exemple, les semences étaient complètement absents. Complètement absents. Il y a 30 ans, on n'avait pas ce genre on connaissait, mais ça n'était pas un objet politique. Et là, maintenant, c'est devenu un objet politique central. Je crois que là, c'est quand même une grande avancée par rapport à tous ces enjeux-là. Je m'appelle Antoine Valabrec. J'aurais témoigné de 2-3 choses que j'ai trouvé très intéressant ce qui est dit et les questions qui sont posées. J'aurais quand même signalé sur la question des graines Cocopelli, qui est quand même on s'est battu des années que si vous savez pas, vous n'avez pas des réseaux pour des graines, allez prendre des graines chez Cocopelli. Déjà, c'est déjà un premier truc très très bas, très de terrain mais important. Alors, moi j'ai travaillé avec Thierry Godin. Dans les années 80, on a travaillé sur 2100 et le projet de la prospective du XXIe siècle, sur la question du jardin planétaire. Le concept qu'on avait élaboré, c'est le concept de jardin planétaire. Et là, ce que tu avais lu comme texte m'a rappelé que la question de jardiner, d'être le gardien d'un jardin, ça se décline pas qu'au plan concret. Nous, notre position, c'est qu'il y a là, on était arrivé il y a 30 ans. Pour lutter contre le développement durable est une catastrophe au sens où ça a été dit, c'est qu'il fallait mener des batailles, et c'est une réponse à monsieur, non seulement concrète, mais sensible et conceptuelle. Donc il y a besoin d'avoir des outils relationnels c'est des outils du rapport entre le je, le nous et le monde. Et nous, on les a un petit peu, on a travaillé là-dessus depuis 30 ans, et des outils conceptuels qui ne sont pas encore élaborés. Je ne rentre pas dans les détails. Donc ça me semble être la réponse que nous avions apportée à 30 ans. Elle reste toujours valable, et je vous invite à aller regarder. Dernier petit détail. Sur CRISPR-Cas9, qui est une technologie, elle n'est pas en soi complètement négative, puisqu'il peut y avoir une reproduction des semences. Ça, tout dépend. La bataille n'est pas terminée. C'est pas un OGM de la première génération. C'est des choses différentes. Et de tout le temps, l'homme, il a fait des hybridations. Aujourd'hui, il a une technologie. Nous devons, par contre, lancer un débat sur pour contrôler effectivement la chose. Il y a des assises de l'éthique à l'heure actuelle. Parce que c'est une question très, très, très importante. Dans la Convention sur la diversité biologique, les États s'engagent à respecter, préserver et maintenir les connaissances des communautés autochtones. Ça, c'est un grand principe. Claire avait dit que les États, que la CDB, c'est la Convention sur la diversité biologique, confère aux États la propriété sur les ressources traditionnelles, sur les ressources génétiques. Ce n'est pas vraiment la propriété, c'est la souveraineté. Et c'est très différent, propriété et souveraineté. Donc, un principe qu'on pose ici, c'est que les États doivent faire respecter, préserver et maintenir les connaissances traditionnelles. Cette connaissance, que l'accès à cette connaissance doit être fait avec l'accord et la participation des dépositaires de ces connaissances. On a utilisé les propres autochtones quand on a négocié la CDB. Vous laissez faire reconnaître comme les propriétaires ou les détenteurs de ce savoir. Les États, comme vous pouvez bien imaginer, ils ont eu peur de dire que les peuples autochtones étaient les propriétaires de ce savoir. Et donc, les mots qu'on a trouvés à cette époque-là, nous sommes en 92, c'est dépositaire. Mais bon, nous pouvons lire comme les propriétaires ou détenteurs de ce savoir. Donc, on peut accéder à ce savoir avec l'accord et la participation des détenteurs de ce savoir. Cela veut dire, je ne peux plus aller dans une tribu, je ne peux plus aller dans la forêt, dans une communauté autochtone et demander quels sont les savoirs sans demander avant le consentement de cette personne-là. Les peuples autochtones doivent donner leur consentement sur les recherches portées sur leur savoir.
Moi, j'accompagne par exemple les discussions au sein de l'OMPI, l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. C'est une agence de l'ONU pour la propriété intellectuelle. Et nous sommes en train de discuter au sein de l'OMPI, donc, depuis 12 ans, l'adoption d'un traité international sur la propriété intellectuelle et des savoirs traditionnels. Et chaque mot compte. Parfois, on reste une semaine à débattre d'un mot. Est-ce que les savoirs autochtones sont de biens communs face à la privatisation du vivant? Comme je vous ai dit tout à l'heure, je ne suis pas sûr que ce soit un bien commun. Non pas parce que je n'arrive pas à envisager que ces savoirs soient des biens communs. Ce que je veux dire par là, c'est que ce n'est pas à nous de dire si ce sont de biens communs ou pas. C'est droit, et je utilise bien le mot droit, ça revient aux peuples autochtones eux-mêmes. Chaque peuple autochtone a un droit à la autodétermination, et c'est au peuple autochtone de décider quel régime il va donner à ses savoirs traditionnels. Ce n'est pas à nous de le décider. Les peuples autochtones possèdent ces droits, disposent de ces droits. Pour le cas de Kouachi, le Kouachi, c'est une petite plante qui est un petit peu partout dans l'Amérique centrale, en Amérique du Sud, pas qu'au sud, et qui est utilisée depuis très longtemps par les Amérindiens, donc des indigènes ou autochtones des Amériques du Sud, pour les cas. Et du coup, cette plante, c'est un savoir traditionnel, c'est un savoir qui se transmet de génération en génération, même de peuple en peuple parfois. Du coup, c'est pour ça que cette plante, elle est connue comme une plante ayant des pouvoirs curatifs justement dans plein de peuples de l'Amérique du Sud, et c'est en ce sens que c'est un savoir qui appartient aux autochtones. C'est un savoir qu'on ne peut pas normalement breveter de manière on peut pas se servir comme l'a dit Leandro. On a des droits qui ont été établis par les Nations Unies, etc. Il y a tout un tas, il y a vraiment un côté juridique très complexe, très technique même sur les termes du peuple autochtone, ou même de la notion du peuple ou de la population. Ce sont des choses qui n'ont l'air de rien, mais ce sont des concepts qui sont hyper importants en fait. Parce que il y a une différence quand même entre ce que c'est qu'une population ou un peuple. Un peuple, ça peut avoir une importance beaucoup plus grande qu'une population. Une population, ça peut être une population d'une ville, alors qu'un peuple, c'est une population beaucoup plus élargie qui est établie sur un territoire donné et qui a une identité propre. Et du coup, pour revenir sur cette notion de peuple autochtone, c'est dans ce cadre-là que nous, au peuple autochtone, en fait, nous avons une identité, nous avons des connaissances qui sont propres à nous et que les Européens normalement n'ont pas le droit entre parenthèses de s'approprier. Et c'est le cas du Kouachi par exemple, qui a ses propriétés curatives. Enfin, la JAG est un collectif. Est un collectif de jeunes, justement, dont la JAG veut dire Jeunesse autochtone de la Guyane, tout simplement. Et c'est un petit collectif, justement, qui essaye de promouvoir un petit peu et de rejoindre la lutte amérindienne de la Guyane. Et on essaie de s'allier avec plein de mouvements, que ce soit du Sud, central, etc. Donc on a quand même des soutiens, par exemple des ONG comme France Liberté, Survival et plein d'autres. Et ce qui nous apporte un certain crédit quand même. C'est pour ça que nous pouvons nous pouvons asseoir notre autorité d'une certaine manière dans les instances européennes. C'est vrai que sans ces soutiens-là, ce serait quand même compliqué et très difficile de nous faire entendre. Et c'est pour ça que dans le cas de l'IRD, on a pu aller à Munich, à l'Office européen des brevets, et puis essayer de nous faire entendre, mais ça ne s'est pas passé comme prévu, donc voilà. Et donc c'est notre principale mission, c'est ça, et nous sommes tout simplement quelques jeunes qui essayent de lutter, tout simplement. Par exemple, ce matin, on a participé à une petite exposition au musée du Quai Branly, justement, et puis on nous a parlé d'un projet qu'ils avaient, justement, et c'était celui qui était là, il faisait partie de la communauté des Wayana, qui est un petit peuple autochtone de Guyane aussi. Ils connaissent une petite explosion démographique en ce moment, donc ils doivent être autour de 2500 ou quelque chose comme ça, mais c'est minuscule, c'est rien. Et du coup, eux, ils étaient en train de nous dire que justement, ils avaient quand même un petit projet avec le musée pour essayer de justement récupérer tout ce qui était
tout ce qui a été perdu, toutes les techniques d'artisanal tout simplement, et tout ça, et tout ce qui est chant. Et je trouve que c'était un projet très intéressant. Justement, c'est pas, comment dire, c'est pas récupérer tout ce qui nous appartient, mais plutôt essayer de récupérer les savoirs que nous avons. C'est pas les objets en soi qui nous intéressent, mais c'est juste les savoirs. C'est ce qui est important, c'est les savoirs sans les connaissances et les techniques pour pouvoir se réapproprier ces méthodes et puis pour nous les reconstituer tout simplement.